Euh, Bonjour Sandrine, merci d'avoir Bonjour Anne. accepté mon interview. Alors, juste pour les gens, nous, on se connaît peut-être depuis plus de 10 ans. Ouais, ça fait Euh, une dizaine d'années, ouais. ouais, c'est ça. Je me Ça. souviens, je t'avais demandé des informations pour éditer les livres à l'époque. Et toi, tu avais déjà sorti un livre qui s'appelait Atlante et Cariatide. Ouais, Et c'était le premier. le premier, et je me rappelle que je t'avais posé la question, mais c'est quoi des Atlantes et des Cariatides? Maintenant, je sais, et les différences entre les Atlantes et les Cariatides. Voilà, bon, ça c'est juste pour le contexte. Voilà, toi, tu es historienne de l'art, bon, tu en diras plus tout à l'heure. Alors, moi, j'ai des questions parce que, j'ai acheté ton livre. Ton dernier livre. Il Ouais. aima le Japon et le fit aimer, Léon Dury. Voilà, j'ai découvert ça dans tes publications, tes posts, et ça m'a super intéressé tout ce que tu écrivais. J'ai lu le livre, j'ai beaucoup aimé, franchement. Et Ah, donc, mais ça me fait plaisir. j'ai voulu t'interviewer par rapport à ce livre. Alors, Alors, et bon, bien sûr, je mettrai sous la vidéo, les personnes qui veulent l'acheter, il y aura le lien sous la vidéo. Okay. Alors, ma première question, c'est ben, tu expliques dans le livre que tu as consacré 6 ans de recherche sur ce Léon Dury, le ouais. Lambesquin. Lambesque, c'est un petit village à côté d'Aix. Mm. Et alors, il y a des éléments de réponse, bien sûr, dans le livre, mais je te pose la question. Pourquoi tu t'es consacré à cet homme du 19e siècle, Léon Dury? Eh ben, écoute, en réalité, le début, c'est très simple, c'est que je suis lambesquenne. Il est né à Lambesque, donc déjà, c'est un personnage historique de mon village. Donc, pour moi, c'était important aussi de lui rendre hommage. Mais avant ça, si tu veux, j'ai toujours été intéressée forcément par l'histoire, par le patrimoine, par voilà, tout ce qui peut se visiter partout où je vais. Et dans mon village, à Lambesque, il y a un musée. Et dans ce musée, il y a un portrait de Léon Dury. C'est le portrait que j'ai utilisé pour la couverture du livre, d'ailleurs. Ah d'accord, Donc c'est celui-là, voilà, d'accord. Il est dans voilà. le Donc c'est musée. celui-là. Ah ok, Il est au musée des Amis du Vieux Lambesque, donc à Lambesque. C'est un d'accord. musée qui est associatif, qui est géré par une association qui existe depuis 1937. Donc c'est pas, il date pas de la semaine dernière. Et donc dans ce musée, eh bien il y a ce portrait de Léon Dury. Et donc si tu veux, je l'ai étant jeune et en dessous de ce portrait, il y a il y a son diplôme enfin la reconnaissance de l'ordre du Soleil Levant. Donc c'était une sorte de diplôme écrit en japonais. Et forcément, moi, je me suis toujours demandé mais pourquoi il y avait ce truc écrit en japonais au musée de Lambesque. Ça paraissait quand même assez surprenant. C'est un petit village au fin fond de la province. Enfin, voilà, il n'y avait pas de raison qu'il y ait ces objets japonais. Et puis, il y a 5 ans, ben, ça va faire 6 ans, au mois de septembre, on m'a contacté, la mairie de Lambesque m'a contacté pour me proposer de faire une conférence pour les Journées du patrimoine. Et cette année-là, c'était sous le signe de l'amitié franco-japonaise. Et donc, voilà, on m'a dit, bah écoute, on sait qu'il y a un Lambesquin qui est parti au Japon, est-ce que tu veux faire une conférence sur lui? Et c'est comme ça que j'ai vraiment plongé dans la vie de Léon Dury. Et depuis, j'ai pas pu m'arrêter parce que j'ai trouvé son parcours tellement fascinant et tellement extraordinaire pour, voilà, pour un homme qui est né dans un petit village de campagne, d'aller jusqu'au Japon, de faire voilà toutes les choses qu'il a fait. Ça m'a paru tellement passionnant que je me suis plus jamais arrêtée en fait. Ah ouais. Donc, c'est logique. C'était voilà, un habitant du village. Pourquoi à Lambesc il y a quelque chose d'écrit en japonais? C'est ça en fait, Ouais, c'est de la curiosité en fait au ouais, départ. c'est Et ça. puis après, c'est vrai que dans la manière dont je fais mon métier, j'aime ça particulièrement voilà, tous ces gens dont on a oublié le nom, on ne sait pas qui ils sont et qui pourtant ont fait des choses extraordinaires dans leur vie. Ça a toujours été un peu ma passion, si tu veux. C'est que, voilà, je dis pas que c'est pas intéressant, mais moi, être historienne pour raconter la vie de Napoléon, ça m'intéresse pas. Je préfère aller raconter la vie, bah, voilà, d'un villageois qui a fait un truc extraordinaire dans sa vie parce que par opportunité, parce que par rencontre, parce que l'époque, le contexte, tout ça. Et quand ils sont absents de nos livres d'histoire, quand ils sont absents même de l'histoire locale, à Lambesc, il y a très peu de gens qui connaissaient Léon Dury jusqu'à il y a un an et demi que je commence à en parler un peu plus pour annoncer la sortie du livre. Voilà, il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant, oh mon Dieu, mais on habite à Lambès depuis 30 ans ou 40 ans ou 50 ans et on n'a jamais entendu parler de Léon Dury, c'est fantastique. Ouais, moi, je fais ça, pour remettre un peu à l'honneur tous ces personnages qui ont fait l'histoire. L'histoire, c'est pas que des rois, des reines
et Ouais. des grands chefs de guerre, quoi. Ouais, et globalement, c'est vrai que moi aussi, ça m'intéresse beaucoup plus en tant que lectrice, ce type de livre, que lire un livre, comme tu dis, sur Napoléon. Mais Même bon, s'il y en a des très bien, hein, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, mais effectivement, mais après, là, moi, je donne mon avis en tant que lectrice. Mais si, bah, tu vois, juste, par exemple, ton livre, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que, bon, on voit qu'il y a le travail de l'historienne de l'art, que tu fais pas de concessions sur le travail de recherche, sur les sources et tout ça, on le voit. Mais voilà, c'est agréable à lire, c'est sympa à lire. C'est comme si tu nous racontais une histoire dans l'histoire avec un grand H. Et j'ai trouvé, c'est un petit peu la même chose, puisque tu disais, il y a des bouquins très bien sur les personnages juifs. Par exemple, Carrière d'Ancos, Hélène Carrière d'Ancos, j'avais lu son livre sur Catherine II. Ben, j'ai retrouvé un petit peu ça dans ta manière d'écrire. Aussi, elle ne fait pas de concessions sur les sources. Mais voilà, elle nous raconte l'histoire. Donc ça, j'ai... Ouais. C'est ce que j'ai voulu faire, c'est partager avec le plus grand nombre. C'est-à-dire que je voulais pas écrire un livre qui s'adresse que à des gens qui sont passionnés d'histoire ou qui lisent des biographies historiques. Je voulais vraiment que ça s'adresse à tout le monde. C'est la manière dont j'aime faire mon métier. Quand je fais des conférences, c'est pareil, c'est grand public, on va dire. Effectivement, il y a ma formation universitaire et la manière dont, voilà, dont j'exerce mon métier d'historienne qui fait que, effectivement, les sources, c'est important. Il y a plein d'éléments pour lesquels j'ai pas réussi à trouver de preuves, j'en ai pas parlé dans le livre. Parce que, voilà, si c'est une hypothèse ou voilà, quelque chose qui n'est pas étayé, j'en parle pas. Ça, c'est mon côté historienne, on va dire, classique. Mais après, voilà, j'ai voulu que ce soit agréable à lire, fluide. Tu vois, j'ai essayé, donc tant mieux si c'est le cas. Ouais. Mais voilà, c'était le but. Le but, c'était que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ouais. Que ce soit quelqu'un qui connaisse très bien l'histoire locale ou l'histoire du Japon ou l'histoire, voilà, peu importe, ou quelqu'un qui connaisse rien du tout, quelqu'un qui est passionné d'histoire ou quelqu'un qui se dit, bah tiens, voilà, qui voit le livre, qui dit, bah tiens, il est sympa, pourquoi pas, je vais essayer de découvrir ça. Et voilà, c'était le but. C'est que ce soit pas, voilà. Mission accomplie. Bon, cool, un point. Ouais, c'est ça. Bon, C'est bon, alors je bah, du coche. coup, j'en viens plutôt à ma seconde question. Ce serait, bah, je me suis un peu identifiée, moi, à ce Léon Dury, hein, parce que c'était un peu le slasher. Tu sais, maintenant, on dit on peut être Oui, slasher, multipotentiel. Bon, moi, j'ai plein d'activités. Mais toi aussi, tu as plein d'activités. Tu aussi, es ouais, aussi une ouais. slasheuse, une multipotentielle. Aussi, ouais, ouais. Ouais. Pas Et mal, donc, ouais. mais c'est vrai qu'à cette époque, on va dire quand même au 19e siècle, en tout cas, le cliché que j'ai, c'est que, en gros, si tu rentres au séminaire, bah, tu vas être prêtre toute ta vie. Si tu fais des études de médecine, tu seras médecin toute ta vie. Et lui, mais il était complètement éclectique. Il a été, voilà, il était plus ou moins prêtre. Il a fait des études au séminaire, médecin. Il s'est intéressé à tous les arts. Donc, j'ai vu sur la poterie, les tissus, le japonais, bien sûr, l'interculturel. Bref, à ton avis, comment tu analyses ça? D'où ça lui est venu d'être, on va dire, le slasher de l'époque, quoi? Ben, en fait, il y a plusieurs phases. Il y a la première phase quand il passe justement d'ecclésiastique à médecin. Bon, là, c'est un choix personnel. Je ne sais pas hein, pourquoi il a fait ce choix-là, pourquoi il a changé d'avis. Voilà, il y a des petites pistes dans le livre, mais voilà, je suis tout à fait honnête. Je ne sais pas quelle est la raison de ce changement d'orientation. Par contre, toute la suite de sa vie, à partir du moment où il part au Japon, il part donc en tant que médecin. Arrivé là-bas, il devient diplomate par opportunité parce qu'il ne peut pas exercer en tant que médecin. Le plan qui était prévu ne peut pas aboutir, j'en dirai pas plus pour laisser un peu de suspense quand même. Donc il devient diplomate puis enseignant et en fait ce parcours-là qui était atypique pour un Français de métropole, un Français en France, en revanche il va se retrouver dans les Français expatriés. C'est-à-dire que beaucoup de Français au Japon, pas que des Français d'ailleurs, aussi des Néerlandais, des Britanniques, des Américains. Il y en a beaucoup qui ont eu ce parcours comme ça, à exercer plusieurs métiers. Et on va retrouver ça beaucoup à l'étranger. C'est-à-dire qu'en France, on reste, voilà, et puis en plus, il y a, si on est fils de médecin, il y a des chances qu'on soit médecin. Bon, lui, il était fils de charron et il n'a pas été charron. Déjà, dès le départ, il y a un truc. Donc, c'est aussi dans sa personnalité. Mais c'est pas une exception, j'ai envie de dire, surtout au 19e siècle chez les voyageurs, c'est-à-dire tous ceux qui changent de pays, qui sortent de leur environnement classique, ont eu tendance à avoir comme ça, à tâtonner un peu pour trouver sa voie. Après,
Léon Dury, je pense qu'il était très opportuniste, c'est-à-dire il a fait des rencontres et chaque rencontre importante a fait que ça a orienté un petit peu la suite de sa vie. Il a rencontré Clobé, ça l'a orienté sur la médecine, Guimet, ça l'a orienté un peu plus sur l'enseignement. Enfin, tu vois, voilà, il s'est nourri de toutes ces rencontres. Après, c'est clair que c'est pas un profil classique, hein. C'est pas parce que ça existe que d'autres personnes ont eu le même parcours que c'est quelque chose de classique on va dire, de normé à l'époque. Il est Ouais, quand ouais. même hors norme, mais ça se retrouve beaucoup plus chez les expatriés. Ouais, ouais, et c'est vrai, et c'est tout à fait logique. Et encore aujourd'hui, les expatriés, bah, tu Eh les oui, vois avoir mille et une activités. Moi-même, hein, qui était eh oui, oui. dans le droit, qui était thérapeute, je suis devenue prof de français en étant expatriée aux C'est ça. États-Unis. Ben, Voilà. c'est ça, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup d'expats qui, justement, ben, se réadaptent à leur nouvel environnement, leurs nouvelles connaissances, leur nouveau cercle relationnel. Mais je pense que lui, tout simplement, c'était ça. Alors après, ça paraît surprenant, évidemment, au 19e siècle. Je me dis, waouh, 19e, quand même, déjà partir à l'autre bout du monde comme ça, changer complètement de vie. Enfin, il était audacieux, il avait quand même, il avait du tempérament, il était connu pour ça. Mais voilà, c'est pas un cas exceptionnel. C'est un cas D'accord, ouais, rare, ouais. mais Non, non, pas c'est exceptionnel. une bonne C'est précision. vraiment le contexte de l'époque, en fait. Voilà, c'est les débuts de l'ère industrielle, c'est les voyages, c'est les bateaux à vapeur, les trains, voilà, c'est tout ça qui fait aussi que ça a favorisé de plus en plus les voyages, donc les rencontres, donc l'interculturalité. Donc du coup, ben voilà, dès que tu commences à mixer les cultures, tu découvres de nouveaux sujets d'intérêt, donc ça peut te mener vers un autre métier, une autre activité. C'est la découverte de l'autre en fait qui fait qu'il a eu une vie comme ça, un Ouais, peu ouais. mouvementée. Ouais, ouais, tout à fait. Et il y a un moment dans le livre, tu dis, bon, je ne me souviens plus exactement à quelle période, mais tu dis, à ce moment-là, il n'y avait que 37, je crois, Français au Ouais. Japon. Ouais, quand il est arrivé au Japon, il y avait que 37 Français au Japon, ouais. Ouais, ouais, donc c'est ça, déjà, ça met en perspective. Ouais, 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 non, mais ça, c'est un point important, effectivement, le côté expatrié. Et tu sais, comme tu donnes la date de naissance et l'heure de naissance de Léon Dury, je me suis amusée à Ouais. regarder son thème astral. Je dis, Ah, ce j'ai type-là, pas c'est regardé ça. et j'ai regardé et je dis, ce type-là, c'est sûr qu'on va voir quelque chose dans son thème astral. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un grand attachement à la terre, à la famille, à la transmission, Ah, ouais. aux unions et aux associations. Ah Euh, ben, faudra que tu me l'envoies parce que du coup, bah, j'ai regardé plein de trucs, genre la météo qu'il faisait, quel temps il faisait quand il est mort, quand il est né. Voilà, je peux te dire, quand il est mort, il faisait 16 degrés à la pharmacie de la rue Paradis à Marseille. Mais le thème astral, j'avoue, j'y avais pas pensé. Donc, écoute, bah, je serais curieuse de voir ça, tiens. bon, bah, c'est cool. Bah, je te fais ça. Ouais, alors après, bah, voilà, une autre question, bah, parce que bah, je suis féministe, hein, mais on est Mais moi obligé d'être aussi, c'est féministe, pas c'est grave. obligatoire. Pas grave, moi aussi, tu vois. Euh, et donc, forcément, bah, souvent, les femmes sont les grandes absentes de l'histoire. Alors, toi, tu Ouais. parles quand même des femmes dans la vie de Léon Dury, son épouse, ses sœurs, tu parles de tout ça. Mais j'ai l'impression, quand il est dans les moments où il est au Japon, on a l'impression que les femmes, elles sont inexistantes. Mm. C'est-à-dire, il y a des Japonais aussi qui sont venus en France, il y a tous ces échanges. Mais on n'entend pas, on ne voit pas les femmes. Alors, c'est quoi ton avis, ton interprétation par rapport à l'absence des femmes dans les documents historiques ou une vision plus large? Quelle est ta Alors, vision par rapport à ça? il y a plusieurs, en l'occurrence, si on parle de Léon Dury, il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui sont explicables facilement. Par Ouais. exemple, voilà, les femmes qui sont absentes toute la première moitié de sa vie. Il se destine à être ecclésiastique. Bon, ben Logique. là, c'est logique qu'on ne va pas apparaître de femme. Ensuite, il devient médecin. Les médecins, il fréquente des hommes. En plus, il est médecin de guerre. Il est médecin pendant la guerre de Crimée. Donc, ça veut dire qu'il ne fréquente que des hommes, des soldats, d'autres médecins hommes, puisque les femmes n'ont pas accès aux études de médecine à cette époque-là. Donc, ok, là, il n'y a pas de femmes. À partir du moment où il part au Japon, c'est encore un petit peu différent. C'est que il devient diplomate. Donc, il a contact avec des personnes qui sont au pouvoir, que ce soit japonais ou français. Et à cette époque-là, les femmes n'ont pas accès à des postes de pouvoir. Donc, il fréquente majoritairement des hommes. Ses élèves, ensuite, quand il est enseignant, il enseigne dans des écoles de garçons. Donc, forcément, on n'a encore pas de femmes. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas fréquenté, il en a épousé une, donc c'est qu'il a bien fréquenté des femmes. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose d'elle.
et c'est d'une manière générale dans l'histoire. C'est pour ça que je dis que c'est bien d'en parler de manière générale. Moi, je fais pas mal de conférences sur les femmes dans l'histoire. C'était d'ailleurs mon thème de l'année. Chaque année, j'essaie de choisir un thème et de m'y tenir. Donc cette année, j'ai travaillé sur les femmes artistes, les femmes peintres notamment, qui ont été oubliées de l'histoire de l'art, les femmes de pouvoir, les femmes criminelles, les femmes, enfin voilà, tout un tas de catégories, si on peut dire, de femmes. Et en fait, la même chose se retrouve partout. C'est qu'on a beau le dire et beau dire que c'est pas totalement vrai, l'histoire a été écrite par des hommes, tout simplement. Et du coup, ces femmes, elles sont retrouvées, à part les grandes les reines, par exemple, voilà, les reines, qu'elles soient régnantes ou pas, ou épouses de rois, simplement, on en a un peu plus parlé parce qu'elles étaient en première ligne, que ce soit en tant qu'épouse de roi ou reine elle-même. Mais hormis ça, il y a aujourd'hui, on commence à avoir des études historiques sur l'histoire des femmes et la place des femmes dans la société dans les siècles passés, mais c'est encore des balbutiements. Et là, pour le coup, pour Léon Dury, il y a très très peu de traces de femmes qu'il a pu fréquenter. Donc il y a la sienne, et déjà sur la sienne, on ne sait pas grand-chose, parce que hormis sa naissance, ses origines, quand ils se sont mariés et quand elle est morte, au milieu, c'est le flou. C'est le flou. Il y a des hypothèses, il y a quelques petits récits, mais par exemple, dans les archives japonaises, elle n'apparaît pas, elle. Elle apparaît au moment de son mariage avec lui, point. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est une question de position sociale, en fait, qui fait que les femmes sont les grandes absentes de l'histoire. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, comme on dit, l'histoire a été écrite par les hommes et par les gagnants et par les blancs. Et oui, aussi. Mais oui, mais clairement, je veux dire, Léon Dury, il aurait été, je sais pas moi, il aurait été souverain d'un pays, de France ou d'ailleurs. Il aurait eu des maîtresses, on en aurait parlé parce que ça aurait été la maîtresse de Léon Dury. Là, qu'est-ce que tu veux? Il a voulu être prêtre, après il a été médecin, après il a été diplomate, après il a été enseignant à l'autre bout du monde. Ça n'avait aucun intérêt pour ceux qui ont raconté l'histoire. Ça n'avait aucun intérêt. D'autant plus, là, on est face à un personnage inconnu, entre guillemets, enfin, qui est en train de le devenir un peu connu, donc ça c'est cool. Grâce à toi. Ça c'est cool, mais jusqu'à maintenant, on ne savait pas grand-chose de Léon Dury. Quand il a fallu que je fasse mes recherches, ça a été vraiment des bribes. Des fois, une ligne en note de bas de page dans un livre sur l'histoire du Japon et marqué boum, Léon Dury est passé par là. Tu vois, donc forcément, les femmes de sa vie, eh ben, c'est ça. On ne sait pas grand-chose. Et comme tu évoques, là, par exemple, des Japonais qui sont allés à Lyon grâce aux associations, aux échanges que faisaient, par exemple, même dans tout ce qui était poterie, tissage, ce n'étaient pas des femmes il y en avait, mais en tout cas, elles n'apparaissent pas forcément dans les documents. À part quand on dit que, par exemple, un des élèves de Léon Dury s'est marié avec la fille d'un décorateur de céramique à Limoges, de porcelaine de Limoges. On dit qu'il a épousé sa fille, mais sa fille, on ne sait pas ce qu'elle fait. Enfin, tu vois, il n'y a pas de détails. En même temps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, une femme, soit elle est mère, soit elle est épouse, soit elle est rien, quoi. Tu vois, mère, épouse, veuve, point. Ou la fille de, la femme de, la veuve de, la mère de. Il n'y a pas de... Et c'est dommage, parce qu'il y a des beaux parcours aussi féminins. Tiens, peut-être que la prochaine fois, je m'intéresserai à une femme, tiens, pour changer. Peut-être. Ou pas, on ne sait pas. Ou pas. C'est une affaire à suivre. Ok. Et alors, ça c'est des choses importantes. Et puis, mais même comme tu dis, les choses quand même évoluent, beaucoup plus d'études. Et on a plus conscience quand même que l'histoire, c'est uniquement une partie de l'histoire. Hein, et ce qui est marrant, là, tu vois, on parlait tout à l'heure des conférences que j'ai fait cette année sur l'histoire des femmes. Sur les femmes dans l'histoire, c'est même pas l'histoire des femmes, c'est deux choses différentes. C'est les femmes dans l'histoire. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des ouvrages aujourd'hui qui sont publiés, qui traitent des femmes de pouvoir, des femmes criminelles, des femmes, voilà, tous les thèmes, sont souvent écrits par des femmes. Tu vois, il y a une espèce de besoin alors, il y a des hommes aussi, hein, mais il y a beaucoup d'historiennes et d'historiennes de l'art qui se penchent sur cette question-là, justement parce qu'on se rend compte que dans les musées, il y a plein de tableaux qui ont été faits par des femmes et qu'on ne sait rien d'elles, que parmi les grands criminels de l'histoire, il y a aussi des femmes, il y a des tueuses en série, il y a des empoisonneuses, il y a tout ce que tu veux, et qu'on n'en parle pas. Enfin, voilà, elles sont jamais prises en exemple, alors qu'elles ont fait... aussi bien ou aussi mal que les hommes, en fait. Ouais, non, c'est ça.
Et ben, je me souviens, bon, après, juste moi, parce que j'avais lu, comme je t'avais dit, Carrière d'Ancos, là, sur Catherine II, il y avait tout un Oui. passage où j'étais très étonnée, on était en pleine pandémie, et en fait, elle explique que au moment de la variole, donc effectivement au XVIIIe siècle, pour montrer au peuple, oui, il faut faire quelque chose, il faut se faire vacciner, elle se fait vacciner en premier pour montrer l'exemple. J'ai dit, waouh, mais c'était une pionnière. Bon, il y a des parts sombres comme dans tous les personnages de l'histoire. Hein. Comme pour tout le monde. Hein. Même toi, moi, tout le monde, hein, on a tous. C'est ça. Mais j'ai trouvé ça super. On pouvait lire ce texte. On aurait pu lire ce texte aujourd'hui, trouver des gens qui allaient écrire exactement la même chose. Sauf qu'on ne parlait pas de la variole. Oui, mais c'est ça, mais tu changes. Mais enfin, l'histoire, c'est un recommencement. Oui, non, il y a quand même des choses qui évoluent, mais il y a des choses. L'homme face à une même situation, bah, il y a souvent. Là, regarde dans Léon Dury, quand il est confronté au choléra. Moi, j'étais en pleine à ce moment-là, j'étais en train de finaliser cette partie-là, bah, justement au moment des débuts du Covid et tout ça. Et quand voilà, j'ai commencé à trouver des documents où on rappelait les anciens médecins à la retraite, on appelait les médecins militaires, on appelait les étudiants en médecine. Et c'était exactement au moment où nous, en France, c'était pareil, tout le monde était réquisitionné pour aller prêter main forte dans les hôpitaux. Et tu te rends compte que 150 ans avant, c'était exactement le même processus, en fait. Ah ouais. Le choléra, c'était quand il était envoyé pendant la guerre de Crimée sur les bateaux. Hein. C'est ça. En fait, il y a eu juste avant la guerre de Crimée, et puis ensuite, il a continué en Crimée, bah, justement sur le front de Crimée pour rapatrier les soldats malades du choléra. Ouais. Effectivement. Et alors, bah après, bien sûr, la question, alors tu sais, forcément, comme j'ai des élèves japonais, on a discuté un petit peu de ça et tout. Ouais. Bah, globalement, c'est un peu ce que tu disais aussi sur les Lambesquins qui ne connaissaient pas vraiment Léon Dury. Bon, globalement, ils me disent, non, j'avoue, j'en ai jamais entendu parler, mais ils ont recherché, ils ont dit, ah oui. Voilà. Et ils m'ont dit, globalement, c'est la tradition des stèles. C'est-à-dire qu'il y a énormément de stèles commémoratives et beaucoup de stèles dont les Japonais, finalement, ignorent oui, à qui elles font référence avec le temps. Voilà. Ouais. Et donc, bah, moi, ma question, forcément, c'est est-ce que c'est dans tes projets de traduire ou de faire traduire le livre en japonais et d'aller faire une conférence au Japon? Alors, pour la traduction, je vais te répondre en 2 temps. Pour la traduction, très honnêtement, ça va dépendre de la réception du livre. Là, ça fait 1 mois qu'il est sorti. Donc, il y a déjà un intérêt. J'ai déjà des contacts au Japon pour essayer de voir, pour le tester dans les librairies francophones, des écoles où il y a des étudiants en français pour voir s'il y a un intérêt un peu plus important. Parce qu'évidemment, faire une traduction d'un ouvrage comme ça en japonais, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut qu'on soit sûr que derrière, il y ait une demande. Il y a une demande. Voilà. Donc c'est en discussion pour l'instant. Je suis en lien étroit avec le consulat du Japon à Marseille qui forcément me pousse à traduire en japonais tout de suite. Donc je dis on va déjà voir en français comment ça fonctionne et s'il y a de la demande, voilà. L'idée c'est de pouvoir tester au Japon avec des contacts que j'ai là-bas, que le consulat a là-bas, de tester l'intérêt potentiel des Japonais pour cet ouvrage. Et si c'est comme une étude de marché, en fait, si tu veux, si ça répond positivement, bien évidemment, on le fera traduire en japonais, oui. Ça fait partie. J'ai déjà une traductrice. C'est bon. Bah, super, on est pas mal. Et le deuxième point, évidemment, faire une conférence et aller présenter au Japon, j'aimerais beaucoup. Et de toute façon, conférence ou pas conférence, dès que j'aurai la possibilité de pouvoir partir au Japon, faire un petit pèlerinage sur les traces de Léon Dury, c'est clair que c'est impossible de ne pas le faire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. J'ai passé, ça fait presque, 5 ans et demi qu'il vit avec moi. J'ai l'impression que c'est mon papy, hein, tu vois, c'est presque mon grand-oncle. Il n'a pas eu de descendance. Il n'y a pas eu de descendance dans cette famille. C'est ça aussi qui est incroyable. Oui, c'est ça. Même, oui, mes frères et sœurs n'ont pas eu d'enfants. Hein. Non, aucun. Ils se sont pas mariés, ils n'ont pas eu d'enfants. Lui, il s'est marié, mais il n'a pas eu d'enfants. Et en fait, il n'y a pas eu de descendance directe. Alors, il y a ses élèves qui ont été un peu ses enfants de substitution, mais eux, c'est pareil. La mémoire, après, elle se perd.
Et lui, n'ayant pas eu de descendance, ses frères et sœurs non plus, forcément que la mémoire s'est perdue. Il y a eu personne pour dire mon grand-père, un jour, il est allé au Japon, il a fait ça, ou mon arrière-grand-père. Tu vois, c'est des choses qui se Ouais. perdent. Ouais, ouais. Et du coup, c'est comme tu dis, c'est un peu mon papy, mais c'est comme si finalement tu étais l'arrière-arrière petite fille qui transmet, quoi. Tu es la lambesquenne. Tu n'as pas eu d'enfant, mais moi je suis ta descendance symbolique en tant que Ben, lambesquenne. en fait, c'était pas comme ça que je voyais les choses au départ, mais au fur et à mesure du temps, Ouais. tu vois, même mon compagnon, il me dit, oh là là, bah, enfin, voilà, Léon, il vit avec nous, ouais, c'est ça, c'est même lui, pour lui, il fait partie de la famille aussi. Ça a occupé nos repas de famille, nos fêtes de famille, à dire, mais qu'est-ce qu'il a fait, Léon, et pourquoi quand il est parti là, il n'est pas arrivé dans les temps, et, enfin, tu vois, on s'est tous posé des questions, tout le monde, toute ma famille et mes proches se sont impliqués aussi dans cette recherche, parce que ça a été comme une enquête policière, donc il a fallu vraiment chercher des indices et trouver. Et tout le monde s'est impliqué là-dedans. Et du coup, c'est vrai que bah, maintenant, on a l'impression qu'il fait partie de la famille. Ah ouais, c'est aussi une histoire familiale. Et ben, Donc, du coup, c'est ça. Bon, ben, effectivement, bon, c'est vrai que c'est très sympa. Ça donne envie, hein, ça donne envie, c'est clair. Bon, écoute, et tant mieux. ma dernière petite question, c'est plus pour toutes les personnes qui nous regardent, donc ont un bon niveau de Ouais, français, mais voilà, dont le français n'est pas la langue maternelle. Si ouais, ils devaient venir en Provence, quel oui. est, en tant qu'historienne de l'art, quel est l'endroit pour toi qu'il faut absolument voir? Euh, alors, je vais éviter de répondre lambesque pour aller voir, Léon faire Dury. venir Léon Dury, parce que c'est possible, hein, il y a Oui, encore bien sa sûr. maison familiale et sa tombe au cimetière. Hormis ça, d'un point de vue strictement historique, artistique, j'ai envie de dire, il y a plein d'endroits, c'est dur comme Ouais, question, ça. je sais. Très, très difficile. Mais Euh, pour vraiment un étranger qui ne connaît pas du tout la région, un endroit qui serait peut-être atypique, pas le musée classique, tu oui, vois, oui, oui, oui. mais un endroit pour toi où tu peux passer du temps, on a des sensations particulières, je sais pas. Bah écoute, après, c'est tout à fait personnel. Moi, j'aime beaucoup Aix-en-Provence. Bon, ça, c'est pour le côté ville. Où il Après, y a des moi, cariatides et des Atlantes. aussi. Et moi, j'ai une petite inclinaison pour Lourmarin, par exemple. J'adore la ville de Lourmarin. Il D'accord, ouais. y a le château, mais la ville, je sais pas, il y a quelque chose d'assez, Ok, ça fait, Lourmarin, voilà. j'aime bien. Après, après, c'est difficile. Toutes les villes, même des petits villages, ont tous leur charme, ont tous quelque chose. Après, ça dépend ce qu'on cherche. Mais ouais, je dirais, ouais, Aix, Lourmarin, j'aime bien aussi. Enfin, il y a plein d'autres villes. Non, non, mais C'est, c'est ouais, ouais, un bon conseil, ouais, Lourmarin. je Et puis, dirais il ça. y a la tombe d'Albert Camus dans le cimetière de Lourmarin. Ouais, Aussi. Non, et aussi. puis c'est un endroit où, oui, c'est ça. Il y a les maisons de pierre, il y a les fontaines, il y a, ouais, je sais pas. C'est une ville où il Ouais, y a de la ouais. verdure, il y a de la pierre. Enfin, voilà, c'est minéral, végétal. Moi, j'aime bien ce mélange-là. Après, je vis à la campagne aussi, donc forcément, Ouais. ça joue. Non, non, mais très bonne recommandation, hein, c'est très sympa. Alors voilà, donc on finit avec la couverture de ton livre. Je mettrai bien sûr toutes les références sous la vidéo. Donc si vous aimez la Provence, le Japon, les multipotentiels, l'interculturel, ben c'est super, vous allez vous régaler. L'aventure, il y a de l'aventure, L'aventure. il y a même des samouraïs, je vous C'est jure. vrai, oui, oui. Et puis, Ouais. on part parfois à Hong Kong, en Égypte. Il y a, comme tu dis, le collet, il y a le choléra. Et on va partout. Ah bon, il est là. Et Okay. il y a aussi des soirées mondaines. Il y a aussi des soirées mondaines, une exposition universelle. Il y a plein de trucs. Ouais, C'est non, faut vrai, de vraiment Paris. Et faut y oui, le aller. japonisme et Ouais. les impressionnistes et tout ça, oui. Merci beaucoup, Sandrine. Merci Anne. Merci Merci beaucoup. à toi. C'était un plaisir. Plein de bonnes choses. Et puis, prochaine interview pour ton prochain livre. Eh bien, avec un grand plaisir, Anne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bah salut à tous et n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous intéresse, bien évidemment. Salut.